Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On voit bien aujourd'hui que la délinquance, elle touche les grandes métropoles, les villes moyennes et les petites villes. La délinquance est plus réservée aux grandes villes. Si on a un phénomène qui se diffuse dans les villes moyennes, ça veut dire que très clairement, soit on a une généralisation, soit on a une mutation de la violence. Des règlements de compte, il y en a toujours eu, mais c'est l'intensification et c'est la violence qui passe immédiatement aux armes. On peut parler d'une sous-estimation par l'État. Les villes moyennes ont moins de capacité et ont moins d'aide de l'État pour régler ces problèmes-là. Et contrairement donc aux idées reçues, les violences ne se limitent pas aux grandes métropoles. Les statistiques de la sécurité publique révèlent une augmentation de 7% des incidents tels que la torture, les actes de barbarie, les agressions ou encore les menaces des petites et moyennes communes au cours de l'année écoulée. Ce qui indique aussi que le Loir-et-Cher se distingue par l'escalade de violence avec une hausse de 40% l'an dernier, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce qu'on est enfin en train d'ouvrir les yeux sur le drame de la délinquance qui ne touche pas que les banlieues et les grandes villes mais également les zones rurales? Est-ce que vous pensez que les politiques ont le courage de prendre les choses à bras-le-corps? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et à cette question, explosion de la délinquance dans les villes moyennes, l'insécurité gangrène-t-elle maintenant la France rurale? Vous dites oui à 95%, on attend vos témoignages. Et Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, on entend régulièrement cette phrase de dire oui, c'était comme ça déjà avant. Heureusement, je le dis en plaisantant, qu'Alain Boer n'est pas là, sinon il arriverait à me démontrer que l'augmentation des statistiques négatives montre que l'insécurité diminue. Mais ça, c'est un autre... plus sérieusement, il n'y avait malheureusement aucune raison pour que l'insécurité contre laquelle on ne se bat pas assez, et je parle aussi bien de la police, de la gendarmerie, que de la justice, et bien sûr du pouvoir présidentiel, n'atteignent pas des villes moyennes, des petites villes. Deuxième élément, c'est mon obsession, même avec un État très fortement régalien, on n'arrivera jamais à éradiquer totalement les malfaisances personnelles. Il y a malheureusement dans notre société, à la campagne comme dans les grandes villes, des êtres pour lesquels la violence est le seul langage possible. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Comme le disait notre ami Jean-Christophe, il faut que les villes, d'une certaine manière, soient mises à égalité pour que chacune ait les moyens de lutter contre une insécurité qui est partout maintenant. Il est indéniable que ça a progressé. Moi, je rappelle, il n'y a pas si longtemps, dans l'Aveyron, où les portes étaient ouvertes, les clés de contact sur la voiture, et voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et il y avait un article dans le journal Centre Presse quand il y avait un vol de mobilette. On n'en est plus là. Et puis, en zone rurale, il y a aussi il y a la violence, mais il y a aussi les biens des agriculteurs de plus en plus, ont leur matériel qui est volé la nuit, voire les animaux. Oui, les vaches, les taureaux. Et donc, il y a des phénomènes locaux, il y a des phénomènes de bandes qui viennent notamment d'Europe de l'Est, organisées, et qui dépouillent en une nuit ce qu'ont fait les agriculteurs en une vie. Ouais, alors moi je suis plutôt un expert de ces questions, mais en tout cas dans ce que j'observe, je vois aussi que le terreau de la violence il est quand même assez fertile aussi. La société elle est quand même très dure. Même quand on discute avec des gens d'autres générations, on le constate ça sur le plan économique, social, sur le plan même indépendamment de ça, par exemple des types de contrats de travail que les gens ont. Les gens restent beaucoup moins longtemps dans une même entreprise par exemple. C'est vrai aussi dans la vie familiale. Les gens ont aussi des relations. On n'a pas été à l'heure de relations amoureuses. Ils ont des relations familiales, des relations maritales qui peuvent durer moins longtemps également. Donc les gens sont après un peu disséminés, les sociétés, les familles se fracturent, les gens vivent seuls de plus en plus aussi, vous le savez. Donc en fait, toutes ces questions-là, il me semble quand même nourrissent, en tout cas pas forcément la violence en elle-même, en tout cas nourrissent une société extrêmement difficile à affronter. Alors Jean-Christophe Couy. En fait, les citoyens aujourd'hui ont une grosse exigence aussi sur la sécurité, c'est normal, donc il y a des grandes attentes, et c'est toute la différence souvent entre les attentes qu'on attend du pouvoir, d'un gouvernement, et de ce qu'on est capable de donner. Et plus ça va, et plus ce gap, cette différence se creuse. Après, ce que nous on remarque en ce moment, c'est les homicides et les tentatives d'homicide qui explosent. L'année dernière, il y a eu 1010 homicides,
mais il y avait 4 tentatives d'homicide pour un homicide réalisé. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 4000 tentatives d'homicide. Et en fait, ça explose et on revient dans les chiffres à peu près des années 70, où c'était pareil, on a eu une séquence très violente dans la société. Après, effectivement, on arrive aujourd'hui à sauver plus de gens aussi parce que la médecine a fait beaucoup de progrès. Oui. Donc en fait, là où avant on aurait eu énormément d'homicides, aujourd'hui, ça se transforme en tentative d'homicide parce que la personne n'est pas décédée. N'empêche qu'on voit cette montée de la violence. J'étais en contact avec mes collègues de Périgueux. Moi, je suis originaire de Périgueux. J'ai connu Périgueux. J'ai été élevé là-bas. Là, par exemple, vendredi, il y a un petit règlement de compte. Donc, il y a un gamin de 21 ans qui en a tué un autre de 22 ans pour une dette de stup de 20 €. Votre vie, elle tient maintenant pour 20 €. Donc, il a pris des coups de couteau. Il est mort. Il est décédé. Donc, en fait, c'est 2 vies gâchées et des familles autant gâchées. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une jeunesse qui est désinhibée dans la violence, qui a un environnement très violent. Et en fait, il y a plus, effectivement, ça vient aussi du tissu familial, de ce qu'on appelle la racine éducative, qui est complètement délitée. Et on se rend compte que ces gamins-là sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas d'autre dialogue et que de la violence. Ils règlent tout par la violence et les poings et les couteaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables aussi de ça, le mimétisme? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un des vecteurs, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous prenez les jeunes prennent les informations sur les réseaux sociaux, style TikTok, etc. Et en fait, il n'y a pas de contradicteur. Donc, on vous sort une vérité, vous scrollez, c'est-à-dire vous passez d'une information à une autre, vous consommez de l'information, mais vous ne vous formez pas. Et c'est ça et on voit ça aussi d'ailleurs dans l'école, on donne de l'information, mais plus de formation. Et on a besoin de la formation, et on a besoin justement à ces gamins de leur expliquer les choses. Et aujourd'hui, en fait, on consomme. Donc, on consomme des images violentes. Effectivement, il y a l'informatique fait qu'elle vous ramène toujours sur les mêmes images, parce qu'une fois que vous restez quelques secondes sur une thématique, eh bien après, l'algorithme va vous ramener tout le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on tombe dans la délinquance, c'est comme ça qu'on tombe aussi dans la radicalisation dans une religion, et vous n'avez qu'une vérité, c'est celle de l'écran. Vous voulez témoigner sur la montée de l'insécurité en zone rurale? Aude attend vos appels au 0826 300 300. L'exemple que vous avez donné est révélateur, mais je lui donnerai un autre sens. Quand on voit un meurtre pour 20 €, ça veut dire qu'en réalité, le grand changement depuis des années, moi je l'avais vu modestement en tant qu'avocat général, c'est le fait qu'à une certaine époque, et je ne la loue pas, cette criminalité-là, eh bien, elle était d'une certaine manière rationnelle tout de même. C'est-à-dire qu'elle commettait le pire avec des finalités qu'on pouvait comprendre. On voulait voler, on voulait faire un braquage, que sais-je encore, avoir une vie plus facile. Aujourd'hui, c'est complètement déconnecté à cause d'une passion de la violence qui remplace le langage, de la finalité que 20 €, ça n'est même plus envisagé. Je veux dire, c'est le désir de s'en prendre à l'autre, quel que soit le butin. Et il me semble aussi quand même que voilà, c'est la violence, c'est vrai, mais encore une fois sur les causes, il me semble qu'il y a aussi une question qui est la frustration. Il y a une espèce de haine parfois effectivement qu'on peut percevoir dans plusieurs groupes, parce qu'il y a une frustration qui est à la racine de tout ça, il me semble. Et les réseaux sociaux, alors, sont pas vraiment une caisse de résonance de la haine en tant que telle, mais en réalité aujourd'hui tout se sait. On connaît par exemple le train de vie extrêmement précis des classes dominantes, des milliardaires, de qui voulaient. Il y avait des émissions de télévision qui étalent comme ça le patrimoine des gens et tout le monde s'extasie là-dedans. Mais en réalité, ça développe quand même des ressentiments, des frustrations, voire des jalousies. Oui. Alors, parfois, elles sont parfaitement infondées. Parfois, elles peuvent l'être éventuellement quand on a le sentiment d'être exclu, de pas être suffisamment aidé, en tout cas de pas avoir les mêmes chances que son voisin, même si ce voisin peut être extrêmement lointain. Et tout ça, j'ai l'impression, effectivement, fait bouillir un petit peu les gens et dans certaines situations, peut les pousser au pire. Est-ce que ce glissement des grandes villes, avant c'était propre aux grandes villes et aux banlieues des grandes villes, aujourd'hui on part en ruralité, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de bleu finalement dans les grandes villes et plus de présence policière et donc du coup on va au plus facile? En fait c'est une combinaison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire que dans les grandes villes il y a aussi de la vidéoprotection maintenant, et donc les enquêtes, les gens sont plus facilement identifiés, les enquêtes sont mieux menées parce qu'on a des preuves, et donc ça aussi la délinquance s'adapte, et quand on est mieux protégé aussi, il y a plus effectivement de moyens policiers parce qu'on a mis quand même le paquet sur quand même des grosses villes, et en fait on a délaissé les petits
petites agglomérations, les moyennes villes, on a des commissariats, nous, les collègues nous disent, la nuit, par exemple, tiens, je prends Angoulême, il y a quelques temps, les collègues disaient, on a une voiture de patrouille et une BAC jusqu'à 2h du matin, et après on se retrouve à les maximum à 2 voitures de patrouille pour une agglomération de plus de 100 000 habitants. Enfin, je veux dire, à un moment donné, et d'ailleurs, quand il y a des bagarres de discothèques à la fin sur les parkings, les collègues nous disent, c'est ce qu'on craint le plus, parce que là, on est seul, et quand on doit appeler des renforts, ça doit arriver de Bordeaux. Voilà. Et donc, Bordeaux-Angoulême, c'est pas à côté. Donc voilà, en fait, on se trouve dans cette problématique-là d'effectifs. On a mis, pour des raisons politiques et puis stratégiques, des effectifs plutôt sur des grosses agglomérations. Et en fait, on a délaissé complètement les villes moyennes. Et aujourd'hui, la délinquance s'adapte. Et la délinquance, elle va là où il y a moins de bleu. Et elle va là aussi où le marché s'étend, parce qu'elle a touché, notamment pour les stupes, un plafond de verre. À un moment donné, faut prendre ça comme une entreprise. Vous avez vos clients, vous pouvez pas aller plus vite, plus haut et avoir plus de clients. Votre plafond de verre est atteint. Vous allez chercher des clients ailleurs. Et ils se sont rendus compte aussi que c'était plus facile dans les villes moyennes parce que vous êtes tranquille. Il y a aussi un problème d'éducation à la frustration. Il y a eu la mode de cette éducation où l'enfant roi, on lui laissait tout faire. L'enfant n'est pas un roi. Comme tout le monde, il faut apprendre. La frustration, c'est apprendre à vivre avec les autres. C'est savoir qu'il y a des limites. Quand on n'a pas d'éducation sur les limites, on dit tu peux tout faire. Et bien ensuite, ça devient des adolescents et des adultes. C'est dans la violence, dans la montée de la violence et dans le ressenti sur l'époque. Je suis pas sûr que notre époque soit. On a toujours su qu'il y avait des riches et des très riches, etc. Oui, mais on les voyait pas en permanence 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. Quand j'habite en province et que je suis dans une ferme et que j'ai pas beaucoup d'argent, mais je sais que le notaire a une belle maison, et mais je le vivais plus normalement. Maintenant, c'est une frustration. Pourquoi moi j'y ai pas droit? C'est ça. Et ça. Alors, bienvenue dans la société de consommation, en fait. Ça me rappelle quelque chose que j'avais lu il y a quelques années, qui m'a été répété par un psy, je crois. Il disait la frustration chez les enfants, on n'a plus le droit de les frustrer, faut tout accepter. Et quand ils sont atteints 15, 16, 18 ans, c'est je le veux, je le vole, je la veux, je la viole. Et j'avais lu ça et on me l'a répété. Est-ce que c'est pas finalement les dérives de l'enfant roi? Aujourd'hui, on parle notamment de la délinquance des mineurs, où tout leur est dû. Si, c'est le manque de... J'allais dire, c'est évident, nous on le voit, donc les gamins en fait sont livrés, sont dans la rue, les parents s'en occupent plus, alors des fois, par nécessité, j'allais dire, parce qu'ils doivent aller travailler, ils sont pas là pour s'occuper des enfants, ce qui est vrai aussi dans certaines familles. Il y a aussi les familles monoparentales, les pères sont complètement absents, et après on a aussi des parents qui désarment complètement parce que les gamins les gênent, faut le dire. Ils ont envie d'avoir leur vie à eux, les enfants les gênent, ils les mettent dehors, et en fait les enfants s'élèvent en fonction de leur environnement. Et vous construisez en fonction de votre environnement. Et quand vous êtes dans un environnement où c'est la rue qui commande, c'est la violence qui commande, et vous réglez vos comptes en bande contre d'autres personnes, eh bien vous vivez comme ça. Et un enfant, effectivement, les psys disent que jusqu'à 14 ans, entre guillemets, on peut le sauver. On peut lui redonner une autre trajectoire dans la vie, mais après c'est fini. Malheureusement, il a pris des réflexes et c'est très dur d'en sortir. On voit nous dans des trajectoires, des trains de vie souvent, des trains de vie, mais on voit aussi dans les trajectoires de vie qu'il y a qu'une personne des fois qui peuvent les sauver, c'est les femmes. C'est-à-dire ils rencontrent une belle personne qui leur dit maintenant t'arrêtes tes bêtises, je veux faire fonder un foyer, avoir un enfant, et on voit des gens qui se rangent et qui ont envie de rentrer dans la vie active, et ceux-là s'en sortent. Comment voyez-vous, Jean-Christophe, vous avez évoqué tout à l'heure le problème entre Angoulême et Bordeaux, l'espèce de cercle vicieux qui fait que la police est un magnifique métier, mais qu'en réalité, il est de moins en moins voulu parce que les conditions d'exercice deviennent intenables et que l'État n'en prend pas conscience. Comment voyez-vous une possibilité de sortie de cette impasse terrifiante? Ça passe, alors je vais me répéter, mais ça passe souvent déjà par le nombre d'effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la procédure pénale a changé. Il y a de plus en plus d'actes à produire, et en fait, un policier qui mène une enquête, il va faire 80-90% de paperasse pour 10% de terrain, de planques, etc. Et donc, plus on fait de la procédure, plus il y a des moyens aussi d'avoir des nullités, donc des procédures qui sont ajournées. Et donc, du coup, il faut de plus en plus de technicité. Or, en fait, vous êtes noyé par le flux.
Et quand vous êtes enquêteur aujourd'hui, nos collègues au PJ nous le disent, dans nos bureaux, on n'a même plus de place pour pouvoir stocker les dossiers. On est obligé de créer des bureaux annexes et vous avez 200 à 300 dossiers en portefeuille. Enfin, et souvent, donc les collègues ne veulent plus aller en procédure et on envoie des jeunes sortis d'école qui arrivent, ils pensent apprendre le métier et on leur dit tout de suite, tiens, tu vas faire de la procédure, tu vas prendre des plaintes, tu vas mener des enquêtes. C'est pas du tout ce qu'ils attendent. Donc en fait, on a un gros problème par rapport à ça. Donc déjà, on baisse les bras. Après, on est d'attractivité du métier, bien sûr. Et puis regardez, dès qu'il se passe quelque chose, vous faites le 20h dans les médias, et puis tout de suite vous avez une chape de plomb et on colore des dossiers et on vous pardonne rien. Donc déjà ça, présumé coupable. Oui, c'est souvent comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on est aussi passé d'un déterminisme social d'une certaine façon à un déterminisme qui est encore plus brutal, qui est un déterminisme géographique. C'est-à-dire que moi effectivement je suis pas du tout dans l'idée que dans un pays comme la France en tout cas le fait d'être pauvre, d'être né dans une famille pauvre vous empêche de gravir l'échelle sociale comme on dit et d'accéder à l'école, ensuite à faire des études supérieures, etc. Ça je pense effectivement que c'est faux dans un pays comme la France, en tout cas dans une certaine mesure. Mais il y a un déterminisme géographique, on parlait de l'environnement. L'environnement, c'est quoi concrètement? C'est le quartier, c'est la ville dans laquelle on est, c'est de l'habitat, c'est les types de sociabilité qu'on peut avoir autour de chez soi, c'est les opportunités de sortir également. Est-ce qu'on peut aller dans un endroit sympa, facilement à pied, ou est-ce qu'il faut prendre un bus ou un métro pendant une demi-heure, etc. ou une ligne de RER B à moitié pourrie. Tout ça, quand même, ça participe aussi des logiques de ségrégation qui ensuite sans doute renforce, en tout cas j'imagine, pour fréquenter quand même certains endroits, que ça renforce ensuite ce sentiment de frustration, d'isolement, et qui après effectivement peut envoyer il y en a quand même beaucoup qui s'en sortent très bien. Mais tout de même, il suffit de voir ceux qui prennent le RER le soir pour rentrer chez eux. Bon courage à ceux qui prennent la ligne D du RER, puisque ça s'arrête, c'est des bus, c'est des machins, etc. Précisément. Donc ça c'est l'environnement, ça. Et en même temps, on voit l'évolution de la société. Enfin, je crois qu'on n'avait jamais vu, en tout cas dans la Ve République, des parlementaires crier personne n'aime la police. Hein. Oui. C'est tout à fait terrifiant de voir ça. Et quand on leur dit, ça n'a pas aidé. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, de la haine que vous faites pour des gens qui nous protègent? Ça leur et qui les protègent eux aussi. C'est bien de le rappeler aussi. Mais en fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a une partie de la politique qui est en train d'armer psychologiquement, une partie de la jeunesse qui les monte contre les policiers en les dénommant carrément en tant qu'ennemis. On nous montre du doigt en tant qu'ennemis, alors qu'on est là justement pour aider les citoyens et tous les citoyens, peu importe l'origine sociale, raciale, tout ce que vous voulez. Mais surtout, c'est qu'on leur infuse cette idée-là. Et ces jeunes-là aujourd'hui vont devenir adultes. Eux aussi vont élever des enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont leur inculquer à ces enfants? La haine du flic. Et donc on a compris que cette petite graine qu'on plante là, justement, un jour ou l'autre, nous on va la prendre dans la figure. Donc il y a eu dans les quartiers, parce qu'on pointe souvent du doigt des quartiers, mais il y a eu aussi beaucoup d'efforts de fait dans les quartiers. Oui, vous avez aussi beaucoup de proximité. Voilà. C'est juste que quand on vous donne quelque chose de propre, il faut aussi l'entretenir au quotidien. Et quand vous voulez changer les choses dans la vie, il faut déjà changer par vous-même et par votre attitude. Mais après on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas que la question des moyens. Mais merci beaucoup les amis. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous, secrétaire général de SGP Police Force Ouvrière.